Hey, la communauté de coups critiques, c'est moi, Félix, accompagné de mes sbires acolytes, les criminels endurcis du roulage de dés, que sont Pierre-Philippe et Marika. Bonsoir, les amis. Bonsoir. Bonsoir, excuse, je suis en train de lire Noc 3, excuse. Salut. Ah, tu m'énerves. Oui, pis tes espèces de livres obscurs d'OSR. C'est le truc le moins obscur, je pense. Le jeu s'appelle Knock. Ça en prend deux, ça fait un knock-knock joke. Tu veux? C'est même pas un jeu. On n'a même pas commencé, puis on s'astine déjà. On dirait une radio polémique. Ça part mal. Ouais. Ce soir, mesdames, messieurs, oh que l'on a un gros agenda. Ce soir, on va discuter d'un sujet qui nous passionne tous les trois. On a repoussé, entre vous et moi, là, cet enregistrement-là à plusieurs reprises parce qu'on voulait être sûr d'être là les trois. Puis on voulait être sûr d'avoir suffisamment de matière pour s'astiner pas mal ou être tous d'accord dans la joie à la dégraisse chantant Kumbaya. Mais ce soir, avant qu'on se lance dans le sujet qui est comment bâtir des players non-joueurs, des PNJ, personnages non-joueurs, mémorable et crédible, on a une grande annonce à vous faire. Grande annonce, en fait, c'est que le spectacle, l'émission, le podcast, discuté entre les dés, va revenir maintenant avec une fréquence, une cadence bien organisée. Avant, c'était un peu le chaos. Pierre-Philippe s'ouvrait une petite bouteille de Sauvignon blanc dans son appart à Québec. Il a enregistré 6 épisodes sur les meilleures classes de Tasha's Cauldron of Everything. Il s'est passé comme 6 mois de C'est loin, ça. C'est loin comme commentaire. J'ai passé toutes les vidéos. Un moment donné, on a sauté l'épisode 15, qu'on a appelé l'épisode caché, qui est même caché pour nous. Mais là, on revient sur une base mensuelle. Donc, à tous les mois, il y aura un épisode discuté entre les dés. Et on vous invite donc à nous envoyer vos sujets et commentaires sur Patreon, notre plateforme où on peut discuter avec un peu plus de détails et de profondeur avec notre communauté, en prévision des prochains épisodes. Mais, même si vous les envoyez à moi, vous les envoyez à Pierre-Philippe, la personne d'importance à qui envoyer ce contenu n'est nulle autre que Marika Guilbeault-Brissette. Oui, parce que le sceptre de discuter entre les dés est actuellement dans Express Post et se rendra dans son manoir à Montréal, puisque c'est maintenant elle qui aura les mains sur les rênes de cette émission. Alors, félicitations, Marika. C'est un lourd fardeau. Merci bien. Un lourd fardeau. Mais question quand même de se mettre dans le bain ce soir. J'ai envie qu'on se lance à pieds joints dans notre sujet maintenant que les annonces et les grandes énumérations sont faites. Est-ce que vous êtes prêts, chers acolytes? Oui. Oui. C'est comme la première fois qu'on fait ça à 3. Fait que j'ai comme hâte de voir comment ça va tourner. Je sais pas si ça va finir, on va être 2 puis on va taper sur l'autre. Je sais pas comment. C'est sûrement ça. Ou Jean-Marc et moi, genre, si toi tu lis Knock, volume 3, qui n'est pas un jeu, qui n'est pas obscur. Donc. C'est comme si je zozotais. Quoi ça? OK. Pépé puis moi, on est à 15. On va te voir ça. Bon, hey, gang. La raison pour laquelle on s'est réunis pour parler des personnages non-joueurs, des PNJ, ou, si vous êtes anglophile, des NPC, Non-Playable Characters, c'est parce que moi-même, dans un passé pas trop lointain, je me suis rendu compte que tous mes PNJ étaient pareils. Ils étaient, bon, certes différents dans l'accent, dans la posture, dans les prénoms, dans le lieu, mais ils étaient tous très semblables dans les mêmes intentions et dans les mêmes attitudes. Au final, si tu enlevais les espèces de changements de voix d'autotune, c'était pas mal toujours le même personnage ou les mêmes archétypes de personnages. En poussant la réflexion avec mes collègues, on s'est rendu compte que justement, peut-être ça venait du fait que les personnages étaient des reflets de ma quête ou des joueurs, comme le miroir direct des joueurs, et non pas des habitants à part entière de l'univers dans lequel se déroulaient nos aventures. C'est la raison pour laquelle on s'est posé cette grande question, tels des philosophes des polyèdres. Comment on fait des PNJ qui sont mémorables et surtout qui sont crédibles? J'ai envie peut-être là, que cette conversation-là, puisque l'on est 3, soit un brin désorganisé. Alors, je vous poserai la question. Je vous pose la question, puis au pire, on fera du montage pour couper l'immense partie de roche-papier-ciseaux, savoir qui répond en premier. Mais selon vous, avant de dire comment on les construit, qu'est-ce que c'est qu'un PNJ crédible et mémorable? J'ai une question pour toi, avant de sauter là-dessus. Sérieux, Pépé, là? Non, mais ça fait partie du tout. J'aime ça parce que justement, comme on est 3, c'est plus comme une genre de discussion, genre une table ouverte, là, un peu comme quand les boys blancs parlent de hockey. Là. Fait que là, je me demandais un peu,
Qu'est-ce qui se Quand est-ce passe? quand est-ce que tu t'es rendu compte de ça? Je me suis rendu compte de ça, je te dirais, autour de la deuxième série de Rage 2D, dans Travailleurs de l'ombre. Parce que OK. j'avais mes archétypes de personnages assez forts, là, comme qui sont ce que j'appelle mes PNJ un peu extraordinaires, là, pour lesquels j'ai créé comme un backstory, une histoire, un passé, des personnalités assez comme forgées. Mais à chaque fois que mes joueurs m'amenaient dans des zones un peu grises, puis qui m'amenaient vers d'autres types de PNJ, ben, ils étaient pas mal tous pareils, là. Je m'étais fait une liste, là, mais tu sais, dans le fond, je trouvais qu'ils ressemblaient tous aux archétypes un peu grossiers ou évidents de comme le méchant loup, là, tu sais. L'espèce de PNJ un peu bizarre qui veut comme tromper les joueurs, les amener à embarquer dans son stratagème pas du tout discret. Ben évidemment, il y a l'idiot du village qui était comme une espèce de comic relief. Le classique du tavernier raconteur. Là. Je pense que 90% des jeux de rôle auxquels j'ai participé puis dans lesquels on s'est ramassé dans une auberge, le tavernier il connaît tous les potins de la ville, il est toujours en train de laver un verre, il a une grosse moustache. Là, le marchand véreux qui veut tromper puis usurper mes joueurs. Et aussi, le NPC, qui je pense revient souvent puis qui de moins en moins fun et différent, c'est l'espèce de barde over-sexualisé, beaucoup Je trop savais que t'allais dire coquin, ça. amouraché. Là. Ouais. Fait que c'est ça, je trouvais que ça tournait un peu toujours autour de ça. Ouais, OK, répondre. intéressant. J'étais curieux en fait, de savoir justement comment tu t'en étais rendu compte. C'était un 24 septembre. Il Non, pleuvait non, à mais l'extérieur. on ne sait jamais. Des fois, il y a des constatations comme ça qui se fait. Là. Mais Mais mettons qu'on prend la balle de ping-pong puis qu'on la renvoie tranquillement vers Montréal et qu'on demande, Marika, toi, qu'est-ce que tu penses qui fait d'un PNJ un PNJ crédible et mémorable? Mais avant, je pense que je vais rebondir sur ce que tu viens de dire par rapport à justement ces personnages-là qui sont peut-être un peu des personnages archétypes, mais je Ouais. pense que c'est quand même une façon de rassurer les joueurs parce que quand ils se retrouvent devant ce genre de personnages-là, on dirait qu'ils savent qu'est-ce qu'ils ont à faire. Fait que je pense que pour une équipe de joueurs, ça peut être quelque chose de rassurant de se dire, OK, bon, ce personnage-là va m'amener vers ça ou va faire ci, fait que voici ce qu'on peut faire en tant qu'équipe. Je pense que ça peut être une sorte de réconfort pour des joueurs peut-être aussi plus débutants. Moi, j'aurais tendance à dire que ce ne serait pas, par exemple, à mettre à la poubelle. Tu sais, je pense que ça peut Mhm. être utilisé, surtout que c'est quand même difficile de créer des personnages non-joueurs qui sont tous intéressants ou tous Ouais. diversifiés. Tu sais, dans certaines parties, on a énormément de personnages non-joueurs à créer. Puis à un moment donné, c'est sûr que on ne frôlera pas toujours l'originalité à ce niveau-là. Fait que je pense que ça peut quand même être des valeurs sûres d'une certaine manière. Là. Ouais. Donc voilà, fait que je suis un petit peu plus nuancée par rapport à ça. Sinon, pour moi, un personnage non-joueur qui est un personnage crédible, ça serait un personnage qui est nuancé, justement, qui est un Ouais. peu plus complexe, mais j'ai tendance à faire ces personnages non-joueurs-là lorsque, justement, ils vont être très utiles à l'équipe, à la quête en soi. Donc, Mhm. encore une fois, moi, je fais souvent des personnages non-joueurs qui reflètent les joueurs. Donc, souvent, je vais aller créer. Donc, tu vois, je suis un petit peu à l'opposé de ce que tu disais. Ouais, ben Je oui. vais aller créer mes personnages non-joueurs en fonction des joueurs que je vais avoir autour de la table. Puis après, je veux dire, il n'y a rien qui les empêche de les mettre dans un univers en soi, dans l'univers que j'aurais créé. Mais je veux que ces personnages non-joueurs-là répondent à quelque chose de mes joueurs autour de la table. Et Ah. ça fait en sorte que je me retrouve souvent avec des personnages non-joueurs qui n'étaient pas si importants, mais que je n'ai pas le choix de traîner finalement parce que les joueurs tombent sous le charme du personnage qui finalement n'était pas si important. Fait que Un finalement, c'est un mal classique. pour un bien. T'sais. Ouais. Fait que, je pense, comme je le disais un peu dans les notes là, qu'on a partagées avant, il y a soit on a des personnages très nuancés et complexes qui vont justement suivre nos personnages tout au long et beaucoup aider à créer l'univers, ou les personnages justement qui devraient être là de façon éphémère et qui devraient plutôt être simples et ne pas trop nous compliquer la vie au niveau de justement avoir écrit un passé et tout ça. Ah, ouais, ouais, ouais. Je serais curieux de peut-être rebondir ou plutôt approfondir le point. Quand tu dis que les personnages non-joueurs que tu crées sont souvent les miroirs des joueurs de ton groupe, qu'est-ce que tu veux dire par là? Mettons, peux-tu me donner un exemple? Mais pas nécessairement les miroirs, mais vraiment comme moi, je demande souvent à mes joueurs d'écrire un assez gros background de leur personnage. Mhm. Et en fonction de leur background, je vais essayer d'aller combler des trous ou de créer des pistes à explorer à l'aide des personnages non joueurs que je vais mettre sur leur chemin.
Très Donc, cool. c'est plus comme si on construisait finalement la narrative ensemble à l'aide de ces personnages-là qui vont avoir un rôle ou une fonction. On pourrait y revenir plus tard. Moi, j'agis vraiment avec l'intention du personnage avant même de le décrire physiquement, de le décrire mentalement. C'est vraiment, c'est quoi sa fonction dans l'histoire par rapport au personnage joueur. Mhm. OK, ouais, hey, wow, c'est super intéressant. Pépé, qu'est-ce que t'en penses, toi? Excusez-moi, j'étais vraiment omnibulé par ce que vous dites. Je trouvais ça super intéressant en même temps. Mais je me rends compte que je suis quand même très proche, je crois, de Marika à un certain sens où je suis du genre aussi également à créer. Déjà, à la base, je vais le dire d'avance, je suis vraiment pas un DM à NPC en général, personnage non joueur. Je suis pas un gars qui va. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes que c'est leur trip, que c'est vraiment le genre de choses qu'ils adorent, de pouvoir concevoir quelqu'un, un personnage non joueur, que sa psyché va être aussi profonde que genre un roman de Proust. Là. J'ai pas ce besoin-là, j'ai pas cette envie-là. Pour moi, ce qui est important, c'est qu'est-ce qui se passe devant le rideau, ça veut dire l'interaction qu'il va avoir avec les personnages. Fait que, tu sais, de savoir qu'il a été élevé par une famille d'oiseaux volants gigantesques, puis que ça n'a pas vraiment rapport avec l'histoire, ben on s'en fout. Tu sais, on dirait que je demeure assez limité dans ma création parce que justement, pour moi, c'est important, comme Michael dit, c'est un peu qu'est-ce qu'il va apporter à l'histoire. C'est le premier élément, en quelque sorte, c'est pourquoi est-ce que ce personnage-là est là, puis comment est-ce que je peux l'intégrer dans une trame narrative qui est associée avec l'histoire des personnages. Dire, comme tu as mentionné, Marika, c'est genre quelque chose que c'est drôle parce que j'utilise aussi souvent, j'appelle ça comme j'appelle ça des espèces de bulles vides, soit dans la narration, soit dans l'histoire des personnages, que je me garde comme en réserve, puis que je me dis, OK, il y a comme un trou là. Là, je peux prendre un NPC, un personnage non joueur, puis le glisser là-dedans, puis faire comme, il rentre là, puis c'est rendu comme, c'est ce qui connecte, on va dire, au groupe de joueurs, c'est ce personnage non joueur-là. Puis ce que je voudrais revenir un peu sur ce que vous avez mentionné les deux plus tôt, concernant le fameux ce que tu as parlé, Félix, cliché Des on va dire, archétypes, là, des ouais. archétypes très précis. Ce que je trouve très intéressant avec ça, puis Mariko aussi l'a mentionné, c'est que je trouve pas que c'est quelque chose à jeter à la poubelle non plus, parce que ce que j'aime beaucoup avec ces archétypes-là, c'est d'aller jouer en quelque sorte un peu dans le méta où tu vas casser en fait le trope, tu vas casser ce qu'on s'attend à ce personnage-là. Fait que, mettons, ton OK. fameux personnage de Bard qui est super charmant, puis qui est hyper sexualisé, puis qui s'en vient comme malaisant parce que c'est comme un running gag qui revient dans toutes les games de Donjon Dragon, c'est de te rendre compte qu'à la mi-chemin, ce personnage-là, il est full comme un manque de confiance en lui, puis que finalement, il est comme pas bien dans son cœur, puis que c'est quelqu'un qui est vraiment, il a de la difficulté, puis il essaie de contrebalancer ça avec une fausse figure de quelqu'un qui est super sûr et qui est super, justement, hyper sexualisé. Fait que c'est vraiment d'aller comme, on va dire, casser ça. Puis il y a c'est une technique, ça, qu'on appelle dans la. Mettons que vous avez besoin de créer des personnages, quelque chose que je fais quand même assez souvent. Mettons que vous avez besoin de créer des NPC, des personnages non joueurs, sur le fly, vraiment comme sur le moment, là, ce qu'on appelle dans le fond, c'est, ils appellent ça l'arc, c'est la tangente XY, X étant ce que le personnage est. Et admettons, on va dire un guerrier puissant, intimidant, puis Y étant, on va dire, la twist qui va faire en sorte que ça va contrebalancer un peu en quelque sorte le X, c'est-à-dire le guerrier est puissant, il est super intimidant et tout ça, mais on se rend compte que sa main a shake quand il s'approche de son épée. C'est dans le fond, c'est de toujours, dans le fond, rajouter un élément qui vient en quelque sorte aller en sens inverse de la première impression qu'on a du personnage. Ouais, ben je trouve ça cool. Puis, tu sais, je veux juste revenir sur le point. Je pense pas que c'est nécessairement à jeter à la poubelle, ces archétypes. Non, Tu tu sais, as dit que c'était à jeter à la poubelle, c'est Ouais, ça que t'as dit. c'est vraiment pas bon, faites pas ça. Mais c'est juste parce que j'ai tendance à croire que si on veut que le jeu de rôle soit immersif et réaliste, ok, parce qu'évidemment, si on joue à Troika ou d'autres types de systèmes du genre, ça peut quand même valoir la peine, puisque le système est autant éclaté, d'avoir des personnages qui sont aussi caricaturés. Sauf que si on est plus dans une campagne dans laquelle on veut qu'il y ait un setting, une ambiance, un monde plus réaliste, je trouve que ces personnages-là très typés, très caricaturés, Mhm. c'est pas des gens qu'on pourrait réellement rencontrer. Tu comprends? Donc, ils ont. Oui, ils peuvent avoir une nuance en étant dans les deux extrêmes de ton axe X et Y, mais au final, qui est véritablement splitté sur deux antithèses comme ça, puis que ça détermine leur personnalité?
De Mais là, plus... Ouais, vas-y. c'est dans le contexte où est-ce que je te dis de créer un personnage sur le fly. C'est pas, Oui, oui, on évidemment. s'entend, ça serait pas la technique Ben, que j'utiliserais s'il fallait que je crée genre, je refasse la personnalité de Bartiméus dans notre game de. non, c'est ça. Ben, puis je pense qu'on met le point sur quelque chose dont on n'avait pas nécessairement discuté puis que je trouve super intéressant, c'est qu'à mon sens, il y a deux catégories de personnages non-joueurs. Il y a les personnages non-joueurs, comme tu disais tantôt, Marika, un peu éphémères, qui, quand on doit finir en 2 sessions, à créer une immense histoire des intentions parce que les joueurs ils stick sur ces personnages-là. Mais tu sais, les personnages qu'on n'a pas pensé qu'ils allaient rester là très longtemps, le fameux garde qui finalement est recruté puis qui vient nous aider à combattre le dragon. Là. Mais donc, des personnages qui habituellement sont éphémères et secondaires. Puis, les personnages non-joueurs mémorables, qu'on sait déjà qu'ils vont avoir une importance capitale dans la partie. Puis, en effet, je crois que de s'asseoir sur des archétypes plus faciles et caricaturés qui permettent d'avoir une meilleure compréhension par vos joueurs de leurs intentions ou de à qui ils ont affaire, pour des personnages secondaires, je trouve ça a du sens. Pour des personnages mémorables, magnifiques, de grande importance dans l'aventure, je suis moins certain, je vous avoue là-dessus. T'as pas l'impression que à un certain point, ça demeure la première impression d'un joueur aussi, dans le sens que ton personnage qui est très caractériel, très typique, tu as mentionné tantôt le barman qui lave ses verres et qui a une moustache, bien que oui, à première vue, c'est l'archétype de ce barman-là, mais que justement, puisque les joueurs sont, en quelque sorte, ils se retrouvent dans ce personnage-là parce que justement, c'est un archétype qui est très commun, qu'on reconnaît facilement et donc, ils n'ont pas vraiment de difficulté à interagir avec, mais que c'est une belle opportunité pour justement pousser plus loin, en quelque sorte, ce qu'il est en tant qu'individu, puis là, vraiment, justement, aller casser, en quelque sorte, ce qu'on s'attend de ce type de personnage-là. C'est intéressant, Ouais. Marika, qu'est-ce que tu en penses? Ben, je suis d'accord avec Pépé. Puis moi, pour vrai, souvent, je mets des secrets dans les personnages non-joueurs et je suis toujours triste quand les joueurs ne vont pas creuser plus loin et que finalement, justement, le personnage non-joueur reste l'archétype qui semblait être au départ et que personne ne va chercher plus loin. Fait que les gens qui ont beaucoup joué avec moi en tant que DM savent que s'ils mettent un petit peu de temps, un petit peu plus de recherche sur certains personnages qui les intéressent, il va y avoir du bonbon au bout parce que clairement, il y a quelque chose de caché en ce personnage-là qu'il faut aborder d'une certaine manière ou un sujet duquel il voudrait vraiment parler. Et c'est le personnage joueur qui doit mettre de l'avant ce genre de conversation ou cette interaction avec lui pour en découvrir plus. Puis c'est correct, il y en a qui vont juste mourir tristement en restant des individus de bon niveau, mais ça fait partie du jeu aussi, je crois. Ouais. Mais c'est très cool, ça, la dimension de secret. Puis justement, quand j'ai pris conscience que tous mes personnages étaient un peu flat, qui n'avaient pas des fois cette profondeur-là ou que ça reposait sur des stéréotypes ou justement une caricature, ce que je suis venu rajouter dans la création de mes settings, de mes aventures, de mes zones, villes et autres, ça a toujours été un secret. Donc, chaque personnage que j'essaie d'intégrer, qui est d'une importance quelconque, je veux dire, si mes joueurs se retournent et disent « j'aimerais ça parler au garde », Timmy, le garde, n'a peut-être pas de grands secrets, là, tu comprends? Mais mettons, tous les personnages qui méritent de se ramasser sur mes feuilles de notes ont tous un secret qui n'est pas essentiel au développement de la quête, mais qui peut amener une twist quelconque pour se rendre un peu plus loin dans l'aventure. C'est très cool, ça. J'ai une question pour vous deux. Shoot! Est-ce que vous êtes du genre à justement développer des personnages à un point où est-ce que vous devenez des fois un peu fan de ce personnage non-joueur-là et que vous, tu sais, c'est pas nécessairement un défaut, je dirais pas que c'est nécessairement un défaut, mais que vous avez peut-être parfois le réflexe de vouloir un peu trop, on dirait l'intégrer dans la gorge des personnages joueurs parce que vous dites, il faut vraiment qu'ils voient ce personnage non-joueur-là, il est vraiment cool. Puis là, finalement, ils passent à côté et ils sont juste comme, fuck, faut que je trouve une manière de comme, le ramener dans l'histoire d'une manière ou d'une autre. Est-ce que c'est dans vos habitudes, selon vous? Marika, toi? Moi, je tombe souvent en amour avec des personnages non joueurs, mais souvent, c'est pas ceux que je pensais que j'allais tomber en amour avec. Souvent, c'est les joueurs qui vont venir donner de l'importance à un personnage non joueur qui était là, qui était censé les suivre pendant un certain temps, mais à qui ils vont s'accrocher. Et justement, vu la richesse des interactions que j'ai avec mes joueurs qui l'aiment et qui veulent qu'il reste là, c'est là que finalement, j'en finis par l'aimer moi aussi. Puis j'ai un très bon exemple, mais c'est pas moi qui ai inventé le personnage parce que c'est dans Game of Thrones, mais c'est vraiment un personnage qu'on ne voit pas dans la série, qui est juste dans les livres. Et son nom, c'est la vieille naine albinos. Là, elle n'a pas de nom, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Et
j'aurais passé toute ma campagne à juste jouer ce personnage-là avec mon groupe de joueurs, tellement les joueurs lui ont donné de l'importance. C'est devenu comme une sorcière mythique là, dans l'histoire. Ouais. Tout le monde l'aimait, c'était comme la grand-mère. Tu sais, à la base, il devait rester comme une ou deux parties avec elle, mais finalement, là, ils ont vécu avec elle toute une aventure, puis tout ça. Puis, tu sais, moi, je n'avais pas donné tant d'importance. C'est vraiment parce que la chimie qui s'est développée, je me disais, je ne peux pas abandonner ce personnage-là sans qu'il y ait une fin mémorable ou quelque chose qui lui redonne ses lettres de noblesse, finalement. C'est intéressant, ça. Pépé, toi, ça t'est déjà arrivé? Non. Comme je l'ai mentionné, j'aime pas. Je suis pas un fan de personnages non-joueurs. Moi, j'aime mes personnages joueurs. Mes personnages non-joueurs, je m'en fous un peu. C'est vraiment bizarre à dire parce que des fois, les gens font comme genre, ouais, pourtant, Grain Blanc. Puis là, ils sont genre comme, ben oui, Grain Blanc, mais Grain Blanc, je le trouve important parce que les joueurs le trouvent important. Mm-hmm. Ouais, un peu les comme joueurs Arca s'en vient de foutraient. dire, ouais. Ben, je vous garde Grain Blanc, il aurait passé dans le trou et il aurait disparu. Dans le sens que je ne vois pas comme. Tu sais, des fois, c'est arrivé des fois dans Bélien que j'ai implémenté un personnage, puis je voyais que la réception avec les joueurs, ben, t'es correct sans plus, mais dans ce moment-là, je vais faire OK, cool. Il va faire le temps qu'il doit faire, puis après ça, ben, il va partir, puis il va aller faire ses autres choses de personnage qui va disparaître dans mon esprit. Mais c'est arrivé aussi. Mais Ramal Soul, c'est un bon exemple d'un personnage qu'on a vu si peu souvent, mais que je fais souvent référence parce que justement, vous avez une relation avec lui qui s'est créée immédiatement, même si on l'a vu genre 30 minutes. Ouais, exact. Mais c'est parfait, ça. Oui. Ça crée une espèce de running gag avec le personnage. Ouais. Fait que ça, c'est quelque chose que je trouve important. Moi, je suis vraiment pas fan de mes personnages joueurs. C'est mes personnages joueurs qui donnent de l'importance. Et tant que les personnages joueurs donnent de l'importance à ces personnages-là, ils vont rester en quelque sorte ou ils vont mourir comme ça arrive. Mais tu sais, juste, je pense que le seul exemple qui est peut-être un peu, on va dire, un peu plus nuancé, c'est excusez-moi parce que là, je fais encore référence à Bélien. C'est peu que les gens n'écoutent pas ça pendant toute la série. Fait que c'est Youbel parce que ce personnage-là, c'est un personnage où c'est comme devenu un running gag que sa présence n'est pas remarquée. Ouais. Fait que c'est comme un qui vient comme contrebalancer la règle, mais sinon, j'ai vraiment pas tant d'appréciation pour mes personnages non-joueurs. Je demeure très. C'est pas parce que je les aime pas que je ne les crée pas pour pouvoir on va dire qu'ils soient complets, mais je ne vais pas comme, c'est ça, développer une psyché complexe puis me transposer en tant que peut-être potentiel joueur au travers de ce personnage non-joueur-là. J'ai pas ça. Je trouve zéro une barre. Ben, je me permets dans ce cas-là un semblant de réponse, parce qu'évidemment, on va continuer à en discuter, mais à la grande question, comment est-ce qu'on fait pour bâtir des PNJ mémorables et crédibles? De ce que j'entends jusqu'à présent, l'aspect mémorable, donc on va s'en souvenir, même en dehors des parties après la campagne, il va avoir une place importante dans notre épilogue. Je pense que ça relève beaucoup de l'interaction et de l'importance que les joueurs accordent à ce personnage-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce statement? Tout à fait. Veux-tu me l'ordre? Je t'écoutais, mais en même temps, j'étais comme genre, j'ai pas trop. T'as comme dit beaucoup de phrases beaucoup de mots qui m'ont comme mélangé parce que je suis pas quelqu'un de brillant. Vas-y, veux-tu me redire ça? Mémorable. Oui. Égale importance allouée par les joueurs. Ah oui, définitivement. C'est cryptique. On met pas de déterminant. Pépé comprend. Oh, mais c'est ça, moi, c'est à partir du moment que tu mets les déterminants, c'est compliqué. Des pronoms. 3 virgules, la marde. Puis l'aspect crédible, ce qui rend un personnage non-joueur crédible, de ce que j'entends jusqu'à présent, bien qu'on ne soit pas d'accord sur le propos d'origine, je pense qu'au final, on est d'accord sur le même fondement. C'est qu'un personnage est rendu crédible parce que on y attache un archétype, mais on vient donner une profondeur par une nuance. L'exemple que tu donnais, Pépé, l'espèce de barbare trop mâle alpha et peu crédible. Si tu viens montrer un aspect de faiblesse, là, il devient un peu plus humain réaliste. Mm-hmm. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce statement? Oui, dans le concept où, sans nécessairement dire, je ne pense pas que ça a besoin d'être un archétype précis. Je pense que l'important, c'est que ça soit qu'il y ait un contre-coup à la première impression que les joueurs se font de lui. C'est peut-être pas un archétype comme qui est super commun. Ça peut être le gars là-bas, il est tout blanc, il vend des cercueils, puis il fait peur un peu. Mais au final, il vend aussi des fleurs, puis il est bien fin.
La première partie, c'est un archétype qui n'est pas vraiment reconnu, on s'entend. Je pense que l'important, c'est plus de voir comme faire des 180 degrés avec le personnage en soi pour lui donner justement une complexité qui va au-delà que le simple premier niveau d'être l'image qu'on se fait de quelqu'un qu'on ne connaît pas au final. Puis toi, Marika, par rapport... Oh, excuse-moi, vas-y. Je pense que le mot important, c'est complexité puis nuance. Là. Ouais. Je pense que tout est là-dedans. Oui, puis si on explorait peut-être un peu plus en profondeur, imaginons là, que je me lance demain dans la création d'un univers, d'un setting, d'une campagne, peu importe là, la durée. Puis je voulais utiliser des outils, des modèles. Quels sont vos conseils pour justement bâtir ces PNJ mémorables et crédibles? Vas-y, Marika, vas-y. Pour vrai, moi, j'irais vraiment... c'est sûr que c'est ma façon de faire à moi, mais de trouver le rôle du PNJ, ça peut vraiment aider. Tu sais, comme, moi, j'y vais souvent avec 3 rôles. Le PNJ mentor, donc celui qui va être là pour apprendre des choses aux personnages, pour les envoyer justement sur une quête d'apprentissage, pour leur donner accès au savoir de l'univers. Le PNJ qui est dissident, donc qui est là pour essayer de créer de la bisbille, mais pas nécessairement comme un gros vilain, mais vraiment, moi, j'aime bien ça, essayer de un petit peu briser le party, là, donc faire en sorte qu'il y ait un peu des clans dans la gang en soi. Évidemment, il faut jouer avec des joueurs qu'on connaît bien, tout ça, parce que ça peut mal virer cette histoire-là, mais j'aime bien justement ce personnage qui est nuancé et qui fait en sorte que tout n'est pas blanc ou noir. Et le PNJ, celui qu'on doit protéger. Donc, celui qui est finalement un peu un trésor en soi en tant que personnage ou qu'on doit rapporter quelque part ou qui est vraiment là comme un objet un peu dans la quête. Là, on peut retrouver ça dans le fameux schéma actantiel. Là. Donc, ça serait l'objet de la quête en soi. Là. Donc, voilà. Ça fait longtemps que j'ai entendu ça. J'ai commencé à saigner du nez un peu. Là. Oh shit. J'enseigne ça. Oui, c'est ça. OK, cool. Toi, Pépé? C'est intéressant parce que j'aimerais ça pouvoir plugger chez Actantiel aussi, mais je ne suis pas capable. Je cherchais quelque chose. Mais plus sérieusement, comme je l'ai mentionné, je suis vraiment dans l'avant du rideau. Alors, je vais essayer de ne pas faire des facs puis des facus. Alors, je demeure très, très concis dans ma manière de faire des personnages non-joueurs. Je me suis pris des notes, fait que là, je les regarde un peu sur le side. Il y a beaucoup de conseils intéressants en ligne, puis il y en a plusieurs que j'ai gardés avec les années, puis que j'ai mis en pratique, comme ce qu'on appelle, dans le fond, c'est le personnage non-joueur en 3 lignes. Ça veut dire que la première ligne étant ce que les personnages peuvent voir lorsqu'ils voient le personnage non-joueur, le PNJ. C'est-à-dire vraiment son apparence, mais aussi un peu qu'est-ce que les personnages justement ressentent en le voyant, qu'est-ce qu'il émet comme aura en quelque sorte. Et là, c'est vraiment le moment aussi de sortir les mots-clés qui vont pouvoir décrire le personnage parce que, peut-être que vous le savez, je suis en plus justement dans le descriptif plus que dans l'interprétation, dans mon sens. Et dans le descriptif, eh bien, je trouve ça intéressant de pouvoir sortir justement des mots qui vont faire en sorte qu'on va pouvoir comprendre et décortiquer la physionomie du personnage avec des mots-clés qui vont être des référents faciles. Mettons que tu dis il y a un nez crochu qui rappelle un peu le bec d'un vautour. C'est de faire des comparatifs avec quelque chose d'autre. Il y a les cheveux dégarnis qui rappellent un peu une plante sur le bord de mourir. Ça ne veut rien dire, mais au final, les joueurs sont quand même capables de se faire une idée de ce que je veux dire par là. La ligne 2, c'est qu'est-ce que le personnage, dans le fond, fait. Qu'est-ce qu'il fait pour vivre, c'est quoi sa personnalité, est-ce que c'est un barbare, est-ce que c'est un tavernier, est-ce que c'est autre chose? Et finalement, la ligne 3, c'est-à-dire comment est-ce que le personnage, justement, vient influencer la partie en soi, mais ça n'a pas besoin d'être vraiment comme, on va dire, game-changing en anglais. Là, ça n'a pas besoin d'être super important. Ça peut être le vendeur, au final, ça peut être le gars qui va vendre tel objet au personnage. Et ces 3 choses-là ensemble, quand on les colle, eh bien, ça fait quand même un personnage non-joueur qui va avoir une bonne base, autant visuelle que mentale du point de vue des personnages joueurs. Mais ça te permet aussi d'avoir en quelque sorte une poche, dans le fond, une pochette vide où est-ce qu'on peut, dans le fond, enrober le personnage en joueur avec les commentaires des joueurs et ainsi développer des éléments autant mentaux que physiques sur ce personnage-là à mesure que les joueurs vont apprendre à le connaître. Parce que, tu sais, ça arrive que des fois, les joueurs vont émettre des commentaires préconçus sur des personnages non joueurs et là, tu vas faire
J'avais pas pensé à ça, mais maintenant, c'est le cas. Exact. Ça arrive vraiment souvent. Fait que ça aussi, je trouve ça intéressant. Et par la suite, après ça, tu peux faire un test de qualité, dans le sens, pour répondre à des questions pour toi-même en tant que DM. Est-ce que ce personnage-là est plate? Est-ce que ce personnage-là il est comme trop cave? Est-ce que c'est comme trop cartoonish? Est-ce que ça a le rapport avec l'histoire un peu qui se passe? Et est-ce que ce personnage-là va réellement aider à la campagne ou ça va juste comme ralentir le pacing? Est-ce que ça va juste comme casser un peu l'ambiance et être vraiment un bâton dans les roues qui n'est pas nécessairement nécessaire au moment où est-ce que l'histoire se déroule? Fait que, ouais, je dirais que ça ressemble un peu à ça, côté vraiment création de personnages, on va dire, en premier lieu, puis création de personnages non joueurs en premier lieu, puis pour la suite, des fois, ceux-ci vont se développer plus sérieusement à mesure qu'ils vont interagir avec les personnages, comme Grain Blanc, comme Ramalsoul, comme Noubel, etc. Et toi, Félix? Non, j'ai pas de truc. J'ai pas de grand archétype. Mais non. En fait, ma technique ultime, ben simple. Je me dis tout le temps que je veux travailler le plus possible pour qu'un personnage travaille pour éviter sa mort. C'est ça qui me permet de le rendre le plus crédible possible. C'est pour ça que je dis que j'ai pas de truc, parce qu'en soi, c'est différent de personnage en personnage, mais je me rendais compte que dans mes personnages très archétypes, c'est aussi des personnages qui étaient jetables. Et pour ajouter de la crédibilité, j'essaie toujours de me dire comment ce personnage ferait pour s'assurer qu'il ne meurt pas. Quelle est sa meilleure façon de s'assurer de vivre le plus longtemps possible? C'est ce qui me permet de m'éloigner un peu du marchand véreux qui veut usurper tous les joueurs qui rentrent dans son magasin. Parce qu'il se dit, ben, m'amener à force de faire des entourloupettes à tout le monde, quelqu'un va finir par me planter une dague dans le dos. Là. Fait que ça y rajoute une certaine nuance. Il est prêt à accepter certains deals, il est prêt à accepter certaines offres. La grande sorcière méchante, là, qui est l'archétype là, du grand méchant loup, là, qui va leurrer tout le monde dans sa petite taverne, puis qui va dans sa petite chaumière, puis qui va sauver à la Baba Yaga. Là. Mais tu sais, elle aussi, des fois, elle est prête à aller un petit peu à l'encontre de ses grands préceptes de grande vilaine, parce qu'elle sait bien qu'à un moment donné, les chevaliers, ils vont tirer leur épée, puis ils vont les planter d'en face. T'sais. Fait que j'essaie de beaucoup driver mes personnages sur comment ils font pour survivre, en fait. Puis, ça m'amène dernièrement à jouer des personnages. Bon, Marika pourra comprendre qu'il y a une exception dans tout ça, mais ça m'amène à jouer des personnages non-joueurs qui vont sauver, qui joueront pas les héros. Parce qu'ils veulent juste survivre. Puis ça fait que c'est vos joueurs, en fait, qui doivent être les héros. Fait que c'est de plus en plus la seule technique. Avant, j'utilisais comme des schèmes d'analyse. Puis je vais vous poser une question parce que c'était une des techniques que j'utilisais avant. Pour ou contre la transfiguration d'un personnage super connu, là. Genre pour ou contre réutiliser Gandalf, mais pas l'appeler Gandalf dans vos games? Ben, je suis pas pour ou contre, comme les gens peuvent bien faire ce qu'ils veulent de mon côté. Oui, non, mais toi, là, mettons pour toi. Là. Moi, je serais pas super à l'aise de faire ça. Tu sais, pour avoir joué dans un univers connu où je devais jouer des personnages existants, comme j'ai donné à ce niveau-là. Fait que si c'est dans un univers que je crée, oui, je pourrais m'inspirer de personnages fictifs qui ont existé, parce que de toute façon, on n'invente rien dans la vie. Là. Je veux dire, on s'inspire tous mutuellement. Ouais. Mais de là à comme vraiment recopier, je pense qu'en tant que DM, il faut être assez créatif pour amener beaucoup de nous dans nos histoires aussi, là, beaucoup de ce qu'on veut mettre en scène et de ce qu'on veut donner à voir à nos personnages joueurs. Pour toi, Pierre-Philippe? Je te dirais que je pense que je rejoins Marika dans le sens qu'au final, tout nous inspire et tout est en quelque sorte, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Là. Cette fameuse phrase qui, je trouve, se transpose très bien dans la créativité en général. Mais ce que je voulais dire dans le sens que souvent dans une campagne, pas tant, je te dirais, dans un one-shot, admettons que c'est soit Gonzo un peu plus humoristique ou un peu plus, on va dire, circonstanciel, ça se peut, puis tu le sais parce que je l'ai fait, je le fais avec la garde partagée. Je vais prendre souvent pas une personnalité, je vais prendre deux personnages, puis je vais les mixer. Exact. Je vais les mixer pour pouvoir donner quelque chose d'autre au final. Tu sais, comment justement Marco, c'est comme je le dis souvent, c'est Plume la traverse avec Tintin, puis
je les mélange ensemble, ça donne Marco. Fait que, tu sais, d'exemple, dans le cas d'une partie, ben, ce ne serait pas juste Gandalf, ce serait peut-être Gandalf, mais aussi genre, comment il s'appelle, Splinter des Tortues Ninja, tu sais, le vieux sage. Nice. Tu mélanges ça en deux, ça donne un vieux rat qui lance de la magie, quelque chose comme ça, dans une game de genre Moss Ritter, justement, tu sais, admettons. Admettons. Fait que oui, fait que à un certain point, oui, mais c'est avec parcimonie, tu sais, je ne vais pas commencer à faire comme ah oui, puis il se fait appeler le magicien gris. Tu sais, à un certain point, il y a comme une limite, je trouve, à prendre. Je pense que c'est plus dans le comportement, plus que dans l'histoire du personnage qui est important à aller chercher. Puis j'aime bien ça, faire justement mon Frankenstein, de mélanger des types de personnages de fiction, parce que je suis quelqu'un qui dévore énormément de fiction en général, autant visuelle que littéraire. Fait que, c'est un peu ça mon point, tu sais. Puis c'est que je comprends que le recopier comme calquer directement, puis en faire le magicien bleu, puis il est pareil comme Gandalf, là, tu sais. Il s'appelle Gandulf ou. Arc! Mais, tu sais, puis on en a parlé souvent, Pépé, justement, en planifiant les one-shots ou autres, en se parlant un peu des personnages qu'on voulait jouer. Moi, la technique de prendre 2-3 inspirations très, très connues, des archétypes là, que je suis capable de facilement lister quelques points d'intérêt, mais aussi de les avoir suffisamment côtoyés dans des livres, des fresques, des séries, que je connais un peu la profondeur de ce personnage-là, le fameux axe Y dont tu parlais. Moi, je trouve que c'est une technique qui est assez facile pour créer des personnages. Tu sais, t'en combines 2, t'es mets ensemble, ça donne un Gandalf plus Mario Bros. It's a me, Gandalf! Genre un plombier magique. Non, mais évidemment pas, mais tu sais, je trouve qu'il y a des inspirations, puis en effet, on peut pas toujours tout réinventer. Non. Fait que de prendre ces inspirations-là puis de les mélanger entre elles, ça entrechoque déjà 2 archétypes, ça fait un peu moins calqué sur une caricature. Oui. Le temps file, et cette discussion est franchement intéressante. J'ai tenté le plus possible de me faire l'avocat du diable. Mais avant qu'on clôt la rencontre d'aujourd'hui, qu'auriez-vous comme dernier conseil ou commentaire à faire sur la question qui, je vous le rappelle, est comment peut-on bâtir des personnages non-joueurs mémorables et crédibles? Quelque chose à rajouter là-dessus? Le mot de la fin. Tu veux-tu gérer en premier, Mariko? Tu veux y aller? Vas-y, tu parles déjà. Non, vas-y, tu peux y aller si tu veux. C'est le pire podcast à date, là. C'est le pire moment. Faut que quelqu'un tranche. Je vais y aller, puis comme ça, Mariko va vraiment avoir le mot de la fin. Ça se peut que je me fasse tirer dans le pied, ça se peut que je me fasse lancer des roches, parce que je sais que je ne suis pas nécessairement, on va dire, on va dire, c'est pas nécessairement le truc qui est le plus apprécié, surtout dans des situations où je vais prendre un exemple. Là. Je prends un exemple, excusez-moi, je parle un peu en même temps, je trouve ça important de le mettre en contexte. On prend un exemple, souvent je vois des gens qui disent qu'ils vont se calquer ou vont penser, exemple, à Critical Role, puis ils vont se dire wow, tel personnage, tel NPC de Matthew Mercer, wow, shit, il est développé sur 34 pages, puis que c'est genre le personnage non-joueur le plus incroyable qu'il soit. Le gars, il n'est pas tout seul. Il y a une équipe avec lui qui l'aide comme à écrire ses affaires. T'sais. Fait qu'à un certain point, je pense que c'est important d'aussi se connaître nos limites puis de savoir où mettre son énergie, parce que mettre trop d'énergie dans un personnage non-joueur qu'on ne verra pas comme le 3/4 de sa psyché puis de son passé, ça peut faire en sorte que vous allez peut-être manquer la balle à autre chose, puis que vous allez peut-être avoir de la difficulté à aller rattraper d'autres éléments qui vont être plus importants pour ce que je rappelle, les joueurs. C'est comme eux autres qui sont importants dans la game, c'est pas les personnages non-joueurs. Donc, en conclusion, pour moi, c'est s'occuper plus de l'avant de la scène plutôt que de l'arrière de la scène, tout simplement. Oh, très bien, très bien. Et Marika, à ton avis, dernière chose à ajouter là-dessus? Ben moi, je vais ajouter quelque chose duquel on n'a pas parlé, c'est de créer des personnages non-joueurs avec les joueurs. Donc ça m'est déjà arrivé parce que, par exemple, des joueurs mettaient leurs parents dans leur background, puis les parents étaient là dans l'univers, fait qu'il fallait qu'éventuellement je les joue. Et parfois, c'est un peu, je veux dire, le joueur a créé un peu son père, par exemple, mais sans donner plus de détails. Et là, moi, je dois m'ajuster en fonction de comment le joueur est censé avoir des interactions avec son père. C'est quoi leur relation? Je n'ai pas toujours ces réponses-là. Fait que parfois, c'est un peu délicat parce que tu ne veux pas décevoir le joueur en établissant une relation qu'il n'avait pas en tête au départ, qu'il n'avait pas imaginé. Fait que je pense que parfois, de créer ensemble, et on pourra le vivre éventuellement avec une session 0 qui s'en vient, ça aidera la première
fois officiellement que je vais créer des personnages non joueurs avec les joueurs avant qu'on arrive dans l'univers. Très cool. J'ai hâte de voir. C'est plus un commentaire d'expérience à venir pour voir qu'est-ce que ça va donner comme résultat dans la partie en soi, mais aussi dans les interactions avec ces personnages non-joueurs-là qui ont été créés en partie collectivement entre tous les membres de l'équipe. Donc, voilà. Ben, c'est fantastique. Puis si j'essaie de rapper un peu cet épisode et nos grandes discussions, je pense qu'on a fourni aux auditeurs de nombreux conseils pour pouvoir avoir des pistes d'inspiration. Comme vous l'avez dit tous les deux, je pense que le meilleur personnage non-joueur, c'est celui qui fait triper nos joueurs et qui est utile pour vous, pour votre quête, pour votre univers, pour la partie que vous animez. Ce qui les rend crédibles, c'est la nuance, c'est la complexité et parfois c'est de se reposer sur des archétypes bien connus parce qu'ils déclenchent des référents connus pour nos joueurs, mais pour vous aussi, ils sont plus confortables à jouer. Et je pense que vraiment le point le plus important, c'est qu'est-ce qui rend un personnage non-joueur mémorable? C'est qu'on s'en souvient parce qu'il a marqué vos joueurs. Ça semble une répétition, mais il a marqué vos joueurs parce qu'il leur a accordé de l'importance et vous avez joué ce personnage-là avec eux. Merci, chers auditeurs. Merci à vous, chers collègues. J'en aurais parlé encore pendant comme 40 minutes. J'ai plein de questions qui me viennent en tête. On fera un deuxième épisode, puis tu fourniras tes questions sur Patreon, Pépé. America, qui reprend le flambeau de discuter entre les dés, avec une publication maintenant mensuelle sur des sujets variés, et probablement peut-être moins de moustaches dans les prochaines éditions, Pierre-Philippe. Il faut soit se raser la barbe, ou il y aura d'autres collègues et invités. Fini le temps du Sauvignon blanc seul en soliloquie à discuter des classes de tâches humaines. Tu parles de Sauvignon blanc. Je sais pas, je t'imaginais. Oui, à un moment donné, t'as dit ça. Puis moi, c'est comme ça que j'ai découvert Coup Critique. Là. On finit ça sur une parenthèse vraiment random. Là, mais j'ai découvert Coup Critique via les discutants entre les dés puis la quête Dragon of Ice Spire Peak. Faut toujours prendre son temps pour dire celle-là. Ouais. Puis le premier discutant entre les dés que j'ai pogné, tu disais « je suis là tout seul chez nous, je bois un petit vin blanc cheap, puis je jase un peu de Donjon Dragon. » Oui, parce que je me rappelle. OK, oui, je comprends. C'est exactement l'image que je me faisais de toi tout seul avec ton micro, comme « je parle de Donjon Dragon. » Puis ça m'a marqué, puis quand j'ai appris à te connaître, ben, t'es tout aussi attachant, mais qui sait si on sera là pour les prochaines éditions. C'est Marika maintenant qui décide. Alors, chers auditeurs, je vous remercie d'avoir été fidèles au poste, fidèles au rendez-vous. J'espère que cette émission vous a plu. Et comme à l'habitude, je vous invite à nous partager en commentaire de cette vidéo ou bien à nous écrire un petit message si vous l'avez attrapé en podcast et que les commentaires ne sont pas activés. Qu'est-ce qui vous fait triper, vous, chez les PNJ? Quels sont vos trucs et astuces pour pouvoir en bâtir qui sont mémorables et crédibles? Quels sont les pires PNJ que vous avez bâtis? Quels sont les meilleurs? Tous vos commentaires, toutes vos histoires nous touchent et puis on essaye toujours de les attraper et de vous répondre avec un hibou ou bien un email. Ça dépend si on est à Poudlard ou devant notre laptop avec notre Sauvignon blanc. On termine là-dessus. Sur ce, je vous dis à la prochaine et à très bientôt. Ciao. Au revoir.